En peu de temps, je veux seulement vous parler un peu de l'expérience que j'ai eue, moi, depuis 34 ans. Là, j'ai 58 ans maintenant. Les Inuits pensent que j'ai 85 ans parce qu'à 58 ans, ils ont encore des cheveux noirs. Mais c'est pas grave. Mais ça fait 34 ans que je pratique la médecine. En fait, que je bourlingue, mais j'ai eu la chance, à cause de ce métier-là, de connaître surtout le Nord. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est en premier la prise de conscience que l'univers québécois est un univers d'abord nordique, même si on aime surtout l'Estrie, puis qu'on espère passer sa retraite en Floride. Fait que j'ai étudié à Québec, mais j'ai commencé à pratiquer pendant plusieurs années sur la Côte-Nord. Et ça, c'est la haute Côte-Nord, la moyenne Côte-Nord et la basse Côte-Nord. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai connu l'univers Innu. Et je suis content de cette carte-là parce que probablement que plusieurs d'entre vous sentent bien l'importance de l'univers autochtonien ou autochtone au Québec. Mais le simple fait de prendre conscience que 80% du territoire est actuellement peuplé de toutes sortes de monde, mais est un lieu d'abord autochtone, c'est fascinant. Là. Notre avenir dépend de cette prise de conscience. Donc, l'univers Innu, hein, le Nushimit, ça part facilement même à l'ouest de Bécomo et ça se rend jusqu'à Blanc-Sablon et il y a du monde Innu aussi à Terre-Neuve. Donc, voici un premier groupe autochtonien. Mais évidemment, sur la Côte-Nord, il y a des villes minières comme Bécomo, comme Sept-Îles. Et Havre-Saint-Pierre est une ville pas très, très grosse, mais très dynamique. Et que les communautés autochtones sont très amalgamées aux communautés non autochtones. Donc, j'ai commencé à pratiquer, moi, en 78 sur la Côte-Nord, pour toutes sortes de raisons que j'ai là-bas, où je n'irai pas, là. Je me suis retrouvé ensuite à la baie James. La baie James, c'est cet univers-là. Il y a le Eyu-Ichi, c'est le pays de la baie James en cri. Et c'est un univers qui côtoie des villages ou des petites villes québécoises ou canadiennes-françaises. Il y a un problème de sémantique important qu'il va falloir réinventer. Matagami est une ville qui est non autochtone, mais au-dessus de Matagami, il y a le monde de la baie James avec Wemengee, Waskaganish, Chisasibi, qui est devenue une ville. Il y a plus que 4500 personnes. Et dans l'inland, il y a Mistissini, où là, il y a presque 5000 cris maintenant. Donc, la communauté cri du Québec, le Eyu-Ichi, c'est un monde en pleine expansion qui couvre à peu près 25% du territoire. Et ensuite, il y a le Nunavik, le pays inuit du Québec, qui, lui, a composé à peu près de 90% d'Autochtones inuits. Il y a quelques Blancs, il y en a surtout à Kuujjuaq, au sud de la baie d'Ungava. Et ça, c'est presque 35% du territoire. Donc, grosso modo, j'arrête là. Ce que je voulais dire, c'est que le Québec, mon pays, est fait de nordicité, même le Québec sudiste. Là, moi, je demeure à Sainte-Brigitte-de-Laval, puis il y a encore 4 pieds de neige. Ceux qui demeurent à, je sais pas moi, à Victoriaville, là, il n'y a plus de neige. Là. Mais en tout cas, c'est que, puis j'ai eu la chance de rencontrer l'univers autochtone dans ma vie comme médecin. Et je continue à y aller comme médecin, mais aussi pour toutes sortes de raisons. Là, j'ai mon penchant littéraire ou ma vie poétique a fait en sorte que j'ai noué des liens avec une poète importante à Mingan, Rita Mestokosho, avec qui j'ai publié. Je vais chez les cris régulièrement, là, 4, 5, 6, 7 fois par année, pour tourner les coins et me permettre de bourlinguer dans le monde. Et j'ai été pendant 18 ans chez les Inuits. Ça fait combien de minutes, là? Il me reste combien de minutes? C'est marqué là? Il me reste 13 minutes? Hey! En quelques mots, je vous parle des particularités médicales de l'univers autochtonien. Je n'ai pas besoin de parler de la maladie d'Alzheimer dans les CHSLD de la Ville de Québec ou de Montréal. Là, c'est autre chose. Les groupes autochtones, je connais bien, moi, les Inuits, les Cris et les Inuits. Je connais beaucoup moins bien les Anishinabés, beaucoup moins bien les Atikamekw. J'ai commencé à avoir des liens importants avec les Wendat, mais les Wendat du village Huron. Entre les Wendat et les Canadiens français, c'est parfois extrêmement difficile de faire la part des choses. Le métissage est important.
Les populations autochtones, grosso modo, du Québec actuellement souffrent. Les maladies qui les touchent physiques sont des maladies d'ordre alimentaire, civilisationnel. L'obésité chez les Cris en particulier, aussi chez les Inuits, un peu moins chez les Inuits, est le fondement même de leur maladie physique. Je vais vite, là. Il y a toutes sortes d'autres choses. Mais les Cris, les Inuits, un peu moins les Inuits, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui sont d'origine nomade, qui ont encore gardé des structures psychiques nomades fondamentales. Et c'est un trait important dont il faut se souvenir si vous étiez tous en médecine ou si vous allez un jour dans le Nord. Si vous êtes un sédentaire né, c'est certain que vous êtes loin de l'esprit autochtone. Si vous êtes un nomade et si vous êtes tout le temps en mouvement, c'est certain que vous êtes proche de l'esprit autochtone québécois, mais de l'esprit autochtone souvent. Mais tous les Autochtones ne sont pas des nomades. Les Wendat ne sont pas des nomades. Les Mohawks ne sont pas des nomades. Mais les Inuits sont d'épouvantables nomades, mais dans le meilleur sens du terme. S'il y a un livre qui vous intéresse un jour de M. Bouchard, c'est La vie de Mathieu Mestococho. Les Cris sont nomades dans leur tête et depuis quelques années, il y a une espèce de reviviscence du monde Cri. Et pour toutes sortes de raisons, depuis l'entente de la paix des Braves signée entre Ted Moses et M. Landry, le monde Cri est en effervescence. C'est un univers qui est nettement moins pauvre qu'il était. En fait, je dirais qu'aller au Iuichi, c'est aller dans un pays riche. C'est absolument pas la même chose si vous allez dans le pays algonquin. Donc, la maladie qui touche les Autochtones à ce moment-ci, c'est d'abord une maladie, le diabète, puis c'est des maladies liées à la surconsommation alimentaire. C'est des gens, à cause de leur trait nomade, qui aiment fêter, qui aiment recevoir, qui aiment manger et qui mangent tout le temps. C'est que je vais faire les choses vite, là, puis c'est un peu idiot ce que je vais dire. Comme médecin, je suis absolument démuni. Quand je vais là, moi, ça me fait plaisir d'accompagner le personnel infirmier. Mais c'est pas non plus des diététistes qui vont changer la chose. C'est culturellement, à la longue, que les Autochtones vont devoir polisser ou en tout cas se discipliner pour manger moins. Parce que quand tu peux manger un orignal un soir, ben, en groupe, puis que le lendemain soir, tu peux aller manger au restaurant chinois à Chibougamau. En fait, sans les Cris, Chibougamau, la vie économique de Chibougamau serait rien à ce moment-ci. Donc, voici un trait, je ne vais pas plus loin, là, mais grosso modo, les Autochtones souffrent dans leur corps, les maladies physiques, de la suralimentation, de la surconsommation. Ils sont en contact étroit avec le monde du Sud. La pratique médicale chez les Autochtones, moi, c'est la pratique qui m'a rendu heureux. C'est certain que je suis allé en médecine sans savoir pourquoi j'y allais. Je ne sais pas encore pourquoi j'y suis. Je vagabonde dans plusieurs directions, mais c'est certain que quand je suis avec des Autochtones, comme là, j'ai été passer un mois en Australie pour rencontrer des aborigènes, pour me rendre compte qu'avec des aborigènes, j'étais absolument dans le même état de grâce que quand je me trouve à Waswanipi chez les Cris. J'aime être là, mais pour des raisons, pas parce que je suis smart, mais pour des raisons de structure mentale. J'aime cette espèce de façon d'être qu'ils ont, qui me rend la vie facile pour pratiquer. Et où je veux en venir, c'est que qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si un jour vous avez à prendre contact avec des communautés autochtones québécoises ou au Nevada, en Arizona, en Australie, l'univers autochtonien, moi j'ai vécu plusieurs mois comme médecin chez les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ce que je découvre, c'est que la pensée autochtonienne n'est pas monolithique, mais il y a des ressemblances extraordinaires entre les Autochtones du monde. Les Autochtones du Québec, les Inuits de la Côte-Nord qui sont francophiles et qui parlent français, pour des raisons de structure mentale. C'est des nomades, c'est des gens qui aiment être en mouvement, c'est des gens qui crient quand ils se déplacent, c'est des gens qui écrivent quand ils sont en avion, puis c'est des gens qui aiment recevoir. C'est que si vous êtes nerveux dans votre automobile ou vous êtes Westphalia, quand vous passez dans le village de Mingan, c'est à la meilleure place au monde pour faire une crevaison parce qu'il y a toujours un immense Inou qui va arriver et va dire « Hey, toi, tu veux-tu un pneu? » Mais là, c'est des lieux de grande tendresse, quelles que soient les apparences. Il y a des lieux de grande pauvreté. Le Nunavik, actuellement, passe depuis 10 ans par un moment extraordinairement difficile de son histoire pour des raisons sociales, à cause des accidents, des traumatismes, de la violence, des viols, de l'inceste. Il n'y a pas de filles au Nunavik qui n'ont pas été violées.
un jour, ça va arrêter. Puis ça fait seulement 10-15 ans que ça s'est détérioré. Voici une situation de maladie de santé publique grave. Mais mon espoir vis-à-vis de l'univers autochtonien est immense parce que, un, j'aime cet univers-là. Deux, les traits nomades me plaisent parce que moi, j'ai découvert grâce à eux que j'étais un nomade. Trois, si vous pratiquez la médecine ou si vous êtes un avocat, ce qu'il faut savoir chez les nomades, entre autres, et c'est presque tous les groupes nomades, c'est que l'humour est un trait fondamental d'entrer en contact. En général, puis c'est pas des farces que je vous dis là, c'est vrai. Je me souviendrai toute ma vie, mais ça fait pas longtemps. Là, les cris sont grands et gros. Hein? Beaucoup. Les Inuits, moi, chez les Inuits, je passe pour un géant. Non, j'exagère. Mais les Inuits sont beaucoup plus courts. La morphologie inuite n'a rien à voir avec la morphologie des cris ou des Inuits ou des Algonquins. Mais je me souviens d'avoir vu à la clinique un cri de 6 pieds 3, un homme qui venait pour une prise de sang, qui pesait à peu près 200 kilos, puis qui était couché sur une table tremblant parce que là, l'infirmière était pour lui faire une prise de sang. Et je ne le connaissais pas, moi, mais sans vraiment m'en rendre compte, parce que j'étais chez les Indiens, il était nu-pied, puis là, j'ai chatouillé l'orteil pour me rendre... Je ne sais pas pourquoi. Ça l'a fait rire. Mais c'est certain que si vous pratiquez à Westmount, puis que vous avez quelqu'un avec un complexe, il ne faut pas faire ça. Vous n'y enlevez pas ses souliers. Je fais des blagues, là, mais en tout cas... je vous raconte une anecdote. La dernière fois que je suis allé travailler à Waswanipi, l'infirmière m'appelle. Il y avait un petit garçon de 3 ans qui avait fait 3 convulsions non fébriles, qui est plus grave que les convulsions fébriles, pendant la nuit. Et le matin, à 7 heures, j'arrive là pour donner un coup de main à l'infirmière parce que dans le monde autochtone, maintenant au Québec, c'est surtout des infirmières, des infirmiers qui font le travail clinique de premiers soins, de première ligne. C'est des généralistes, en fait. Moi, comme médecin généraliste qui n'a aucune formation de spécialiste, quand je suis chez les Autochtones, je sers de pont entre le Sud et le Nord. J'aime beaucoup ce lien parce que c'est 90% des soins de base pour traiter les pneumonies sont donnés par des infirmières, des infirmiers avec une extraordinaire qualité. Donc, l'infirmière m'appelle, il y avait un petit garçon qui avait convulsé, j'arrive là, sa mère avait 17 ans, elle était toute seule, et tout à coup, en l'examinant, le petit garçon, il convulse à nouveau. Une convulsion, pour ceux et celles qui en ont vu, c'est très diabolique. C'est pas beau, une convulsion. Puis là, ce qui m'a absolument touché, c'est la réaction de la jeune mère qui était d'une dignité rare. Elle a pleuré parce que c'est pas beau voir son fils convulser. Quand il a arrêté de convulser, je ne sais pas comment ça s'est passé, là, mais il y a quelqu'un qui a fait une farce. C'est une infirmière ou c'est moi, mais c'est pas le petit garçon. Là. Et là, tout à coup, là, elle rit. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'entrée en contact avec le monde autochtone se fait, à mon point de vue, de 1000 façons, mais l'humour est une façon extraordinaire d'être parmi le monde autochtone. Donc, la conclusion de mon exposé sur l'univers autochtonien, c'est se rendre compte que le Québec est fait à 80% d'un territoire habité par des Autochtones et par des non-Autochtones, mais que si on ne s'en rendait pas compte, si un jour on pense que le Québec peut devenir un pays, si on ne se rend pas compte que ce pays-là est à 80% de plus en plus habité par des gens qui ont des structures mentales, des visions du monde qui ne sont pas nécessairement celles de Montréal, de Québec ou de Sherbrooke, il y a un hic. Donc, il y a une urgence majeure de se rendre compte que puis cette population-là est en pleine expansion démographique et c'est un univers aussi qui n'est pas en chute. Si le monde inuit souffre, le monde cri est riche et le monde inuit est en pleine organisation. Puis la parole inuit est francophone. Les cris sont très anglophiles. La majorité des cris de l'Inland parlent français très bien. Roméo Saganache, qui se présentait d'ailleurs pour être chef du NPD, est un cri que je connais bien, qui est né à Waswanipi. Et en conclusion, si on est médecin ou avocat ou architecte ou ce que vous voudrez, plombier ou si on veut travailler dans la construction ou si on a une machine, parce que là, avec le plan Nord, on pense qu'elle va marcher 24 heures sur 24 pour faire des trous. Ce qui n'est pas inopportun, là, les Inuits, les Inuits, les Cris sont absolument pas fermés à un réel développement de leur monde parce que à Mingan, que je connais bien, sur 550 personnes, il y a au moins 300 personnes en bas de 20 ans. Là. C'est que si j'étais le chef de Mingan, moi, je serais intéressé à ce qu'il se passe quelque chose dans mon village. Mais
c'est surtout pas le développement économique, à mon sens, qui est fondamental dans l'avenir du Nord et du Québec. C'est le développement culturel. C'est l'échange des paroles, le dialogue entre les groupes qui est fondamental plus que jamais. Et ce que je découvre, moi, ces années-ci, c'est que la parole autochtone qui a toujours existé commence à se manifester avec qualité. Mais la parole non autochtone, elle, qui se manifeste depuis longtemps, la parole québécoise des années 60 avec Paul Piché, elle existe. Mais ce que je sens, c'est que le groupe de non-autochtones, de Canadiens-Français, de Canadiens, on ne sait même plus comment s'appeler, et pour la première fois, ouvert à entendre une parole qui est celle d'Élisa Pierre-Isaac, une Inuit, ou de Joséphine Bacon, qui est une poète Innu, qui fait des textes de Chloé Sainte-Marie. J'ai rencontré, moi, c'est comme un cadeau, là, une jeune fille de 22 ans, Naomi Fontaine, une Innu. J'étais son mentor dans un programme de première ovation. Puis pour la première fois dans notre histoire, il y a une jeune fille non-anthropologue qui étudie en sciences d'éducation à Québec, qui fait un texte pour parler de la réserve, parce que c'est une réserve de Wahat à cette île. Ça s'appelle Kwesipen. Elle fait 4000 livres qu'avant. C'est une remarquable jeune femme. Elle a un bébé de 3 ans, comme à peu près toutes les Inuits. Puis là, elle était femme de l'année dans elle Québec, puis elle tripe, mais elle ne se prend pas pour une autre. Voici, à mon sens, en terminant, là, si comme groupe, nous, comme gens scolarisés, comme gens du Sud, parce qu'on reste au Sud, Québec, c'est dans le Sud par rapport à Coudjouac, là, même si on est dans un pays nordique, plus la parole va s'échanger, plus on va être capable d'écouter et d'entendre, et plus on va apprécier cette parole autochtonienne qui n'a absolument rien à voir avec la parole de Socrate, ni la parole de Platon, ni la parole cartésienne, ni la parole de la raison. On est dans un autre univers. Je ne suis pas en train de faire l'anti-raisonnable puis de dire que ça n'a pas de bon sens, là, mais il me semble qu'à ce moment-ci, ça prend une parole qui vient faire le contrepoids à une parole qui, elle, croit encore au progrès, dans le plus grand sens du progrès. Le progrès dans le sens Innu, c'est un autre type de progrès. Le progrès, la vision d'avenir chez les Inuits, il faut y entendre ce que les Inuits ont à dire et vont dire et vont annoncer dans les prochaines années. Là, il reste 4 secondes. Hey, merci beaucoup, ça a été très agréable.